Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à notre émission Actu en débat. Actu en débat qui se propose chaque semaine de vous faire un tour d'horizon de l'actualité. Pour cette émission, nous allons parler de deux sujets. Le premier est relatif à la crise de carburant, la crise de carburant que connaît Bamako et certainement certaines grandes villes aujourd'hui du Mali, pour savoir est-ce que c'est une crise temporaire ou durable. Et le second sujet, c'est par rapport à la rentrée parlementaire qui a eu lieu le lundi 6 octobre 2025. Nous allons essayer de savoir ces enjeux et savoir si éventuellement ce n'est pas une simple formalité. Pour débattre de ces sujets avec moi, je reçois M. Boubacar Peitao de l'hebdomadaire aujourd'hui. M. Peitao, bonsoir. Bonsoir, Mas. Tout le plaisir est pour moi d'être invité sur ce plateau, l'actu en débat. Et je remercie au passage mon co-débatteur Yacouba parce qu'aujourd'hui, il faut être très courageux. La prise, la parole en public est devenue quelque chose de très compliqué dans le contexte actuel. Et accepter dans tout ça, dans ce contexte, de venir en fait faire un débat. Je crois qu'il a à féliciter, il a à remercier. Et ceux qui sont à la technique aussi, je les remercie et je les salue. Big up en fait à tous les téléspectateurs de TME. Merci. Merci. Nous allons maintenant donner la parole, comme l'a si bien dit M. Peitao, à M. Yacouba Doumbia. M. Doumbia, bonsoir et bienvenue à notre émission. Bonsoir, je suis ravi d'être là ce soir. Je remercie mon co-débatteur, l'imperturbable Patao. Je salue également les téléspectateurs et tous les membres de la partie technique. Merci beaucoup. Monsieur Doumbia, vous allez garder la parole. Depuis quelque temps, on assiste à une crise vraiment du carburant. Aujourd'hui, on voit que les stations sont désormais prises d'assaut et d'autres qui sont carrément fermées. Que pouvez-vous nous dire par rapport à cette situation? Une crise déplorable, une crise qui paralyse complètement l'administration, mais aussi le mouvement des personnes et de leurs biens. C'était prévisible parce que depuis quelque temps, il y a eu des annonces des groupes armés terroristes qui ont menacé d'imposer un blocus sur la ville de Bamako en empêchant l'entrée des citernes. À travers ces déclarations, c'est vrai, les autorités ont pris des mesures, mais comme nous le savons tous, il y a eu des sternes qui sont venus sur la route Bamako-Kaye, mais aussi sur la route Bamako-Côte d'Ivoire, Sigasso, ainsi de suite. Mais ce qui m'a un peu surpris, c'est la rapidité des pénuries. C'est vrai, Bamako est une ville, la consommation est grande, mais en 2 ou 3 jours, voir une telle situation, ça veut dire que des structures chargées de faire des stocks au niveau de hydrocarbures n'étaient pas prêts ou n'avaient pas de stock. Sinon, comment on peut comprendre une telle situation en 2 ou 3 jours? Moi, je pense qu'il y a c'est notamment l'Office malien des produits pétroliers qui a des stocks un peu partout, qui devait avoir ce qu'on appelle des stocks qui pourraient tenir la ville, au moins la ville de Bamako, durant 1 mois. Mais malheureusement, il s'est avéré que ce n'était pas le cas. Il a fallu l'arrivée des citernes lundi ou mardi soir. Mardi soir, oui, après-midi, pour voir ce mercredi matin des gens recevoir du carburant dans les stations. Mais ce qui est sûr est qu'il faut comprendre, cette situation est très complexe. C'est une guerre économique, comme les autorités maliennes l'ont dit. Une guerre difficile. Quelqu'un qui détruit, c'est très facile de faire du bien. Les terroristes sont là pour détruire. Et l'armée malienne est là pour éviter cette situation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on a un problème de carburant, c'est regrettable. Mais aussi, il faut penser que chaque citerne que nous voyons à Bamako ici, c'est dû à l'effort des braves hommes qui escortent, qui laissent souvent leur vie pour acheminer ces citernes à Bamako. Okay. C'est pourquoi, face à cette situation,
tout le monde doit être militaire. Être militaire n'est pas venir prendre les armes, mais aussi jouer leur partition en donnant des bonnes informations pour éviter des attaques terroristes contre nos convois. Okay. Monsieur Peitao, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce sujet? Et surtout, je ne sais pas, mais on a comme l'impression qu'il y a un silence du côté des pétroliers. Est-ce qu'ils en parlent réellement? Parce que c'est quand même une situation assez grave. Bon, moi je vous remercie en fait pour la question. Je crois que ce silence, ça peut se comprendre. En fait, je crois que les premières réactions en fait devaient venir des autorités dans une situation normale. Parce que voilà, c'est ça. Donc, mais si les autorités en fait n'ont pas réagi, après surtout l'annonce des groupes terroristes en fait d'imposer un blocus sur la ville de Bamako à travers des actes sur les camions citernes. Donc moi je pense que au plus haut niveau en fait de l'administration publique, on devait quand même réagir, soit le président, soit le Premier ministre, en fait, rassurer d'abord les acteurs que voilà, tous les annonces qui viennent d'être faites, en tout cas la menace des groupes terroristes, voici les actions d'envergure que le gouvernement envisage en fait pour empêcher que les camions souterrains soient incendiés. Mais malheureusement, on a attendu, on n'a pas eu cette réaction. Mais et la seule réaction en fait qu'on a eue, c'est en fait celle du directeur de la DIRPA et qui est venu en fait nier tout, pour dire qu'il y a effectivement il y a rien. Donc je crois que cette situation c'était prévisible parce que les mesures à l'opposé en fait de mon co-débatteur qui disent que des mesures ont été prises en fait pour éviter. Moi je pense que aucune mesure en fait n'avait été prise parce que non, je n'ai pas dit ça. Hein. Oui, non. J'ai dit des mesures devraient être prises. Après, tu auras le temps, tu auras largement le temps de réagir. Mais moi, je pense que les mesures n'ont pas été prises parce que après cette annonce en fait des groupes terroristes, on devait, c'est-à-dire on s'attendait à une réaction au plus haut niveau en fait de la transition. On n'a pas entendu ça. Et celui-là qui est venu pour réagir a en fait nié tout. Et pendant tout ce temps, il parle de stock. Pendant tout ce temps, c'est pas parce que c'est seulement 2 jours. Parce que les stations et les stocks déjà existants dans les stations-service, ils ont mis 1 à 10 jours, c'est-à-dire avant d'évacuer ça. Donc, pendant tout ce temps, c'est-à-dire que c'était prévisible. Tous les observateurs savaient que si il n'y avait pas en fait de mesures d'envergure, on allait, au bout d'une semaine, de 2 semaines, on allait être buté en fait à ce problème. Maintenant, c'est le manque de réaction des autorités. Bon, si les autorités ne réagissent pas, en fait, les acteurs qui sont victimes, qui n'ont que leur camion, en fait, que leur chauffeur, mais ne peuvent absolument rien faire. C'est ça le problème. Maintenant, aujourd'hui, moi, je pense que compte tenu de la situation, il faudrait qu'on s'assume, il faudrait qu'on accepte d'abord que nous sommes dans une crise. Il faudrait qu'on accepte que lorsqu'il y a une crise, qu'on doit avoir au moins un répondant pour dire, voici, face à telle crise, voici ce qu'on fait au plus haut niveau de l'État. Mais malheureusement, tout se passe comme s'il n'y a rien et bon, les gens sont obligés de glaner les informations par-ci, par-là et maintenant, le dommage dans tout ça, c'est que ceux qui se sont autoproclamés en fait soutiennent la tradition patriote, se permettent de s'attaquer en fait à ces victimes-là, qui sont aujourd'hui les acteurs, les pétroliers, en les traitant même de complicité avec les groupes terroristes. Mais c'est dommage, et tout ça dans un même pays. Mais des gens sont en train de perdre des millions, et des gens se permettent de s'asseoir sur leur plateau et de les accuser d'être en complicité avec les groupes terroristes. Et au même moment, au plus haut niveau, c'est-à-dire que du gouvernement, il n'y a pas de réaction. C'est ça tout le problème. Et aujourd'hui, moi je pense que tout ce qui nous arrive, la crise en fait de l'électricité, la crise du carburant, et tout ce qui, même chose directement avec le système d'information
le système intégré de gestion des ressources humaines, qui aujourd'hui continue en fait c'est-à-dire à créer de sérieux problèmes au sein de l'administration, mais personne n'en parle. Et aujourd'hui, on doit avoir des répondants au sein du gouvernement qui doivent... Mais, par exemple, moi je pense que face à des situations comme ça, mais le gouvernement, le CNT, qui joue le rôle de l'organe législatif, législatif, maintenant doit au moins inviter ou encore convoquer les ministres concernés. Donc, qu'on en fasse un débat public télévisé pour que les gens puissent comprendre en fait les tenants et les aboutissants de la crise. Et on a vu ici la crise énergétique, il n'y a pas eu de débat au CNT. On a vu ici, c'est-à-dire que, mais finalement on se pose des questions, mais les acteurs, ils peuvent rien dire. Ils sont obligés de faire profil bas pour ne pas en fait heurter certaines sensibilités compte tenu de la situation. Et je crois qu'à l'entame du débat, nous avons dit la situation est telle que aujourd'hui tout le monde est obligé en fait d'adopter un fait de profil bas pour ne pas heurter certaines sensibilités. D'accord. Monsieur Doumbia, maintenant je veux vraiment qu'on parle d'abord de solutions et ensuite vous allez peut-être me dire que oui, comme il l'a dit, les gens doivent s'expliquer. C'est-à-dire que la redevabilité ne doit pas être un vain mot, surtout qu'aujourd'hui, on parle de proximité avec la population, on parle de la volonté du peuple qui est reflétée. Je pense que le mot redevabilité a tout son sens aujourd'hui. Et comme il l'a dit, est-ce qu'il n'y avait pas des mesures qu'il fallait prendre pour anticiper cette situation avant que ça n'arrive? Les solutions. Je voulais, avant d'aller aux solutions, moi je pense que je voulais rappeler à mon ami Paitao que vraiment au plus haut niveau, il y a eu des discussions sur cette question. Le Premier ministre, la semaine dernière, a convoqué une réunion dans ce sens-là à la primature. Non seulement plus des membres du gouvernement, mais il y a aussi il y avait des opérateurs économiques. Il y a eu des propositions. Et des mesures ont été prises dans ce sens. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que cette réunion, c'est une situation complexe. De toutes les façons, ce n'est pas une situation facile parce qu'il n'y a pas de solution interne à ce problème-là. S'il y avait du carburant, il y avait du carburant à l'intérieur du pays. On peut chercher une solution interne. Maintenant, il n'y a pas de carburant au Mali ici. Il faut importer. Soit par la Guinée, soit par le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Mais pour ce faire, ce sont des options militaires. Pas d'autres options. On n'a pas le moyen de faire un pont aérien, par exemple, entre Bamako et Dakar, ou bien entre Bamako et Abidjan ou Fena. On n'a pas ce moyen-là pour l'instant. La seule solution, c'est à travers la route. Et pour la route, c'est une solution militaire. Et solution militaire, mon frère Paitao voulait que cette question soit débattue au niveau du CNT. Moi, je pense que c'est impossible. C'est impossible parce que de toutes les façons, aujourd'hui, quand la solution devient militaire, moi, je pense qu'on parle toujours de la grande miette. On ne peut pas communiquer trop là-dessus. Les militaires font mieux et chaque jour, ce sont des militaires qui tombent dans des embuscades pour amener des citernes ici à Bamako. Pour moi, la solution, c'est de la patience. Les autorités ne dorment pas. Ils sont là, il y a des éléments sur le terrain qui escortent. Même au moment où nous parlons, il y a des citernes qui viennent à Bamako, escortés par des militaires maliens. Mais ayons cette patience. Dire qu'il n'y a pas de solution, dire que la question n'est pas débattue. Non, le Premier ministre, l'autre jour, le vendredi ou jeudi dernier, moi je pense que le débat concernant cette pénurie de carburant est au plus haut niveau. Maintenant, mais quand un problème est lié à une solution militaire, forcément, les autorités ne peuvent pas se permettre. Et surtout, on a vu la fois dernière, lors des premières tentatives, on a vu que certains ont filmé, ont montré et donné les positions des militaires. Et on a vu que cette situation n'a pas marché. Chaque fois qu'on donne les positions des militaires, ça arrange nos ennemis. C'est pourquoi il est mieux de ne pas communiquer. L'essentiel, c'est d'avoir du carburant. Et le mardi après-midi, il y a eu des citernes qui ont été escortées par des militaires. Et cette option continue en attendant un dénouement heureux. Mais ce qui est sûr, il n'y a pas de solution
Quelle est la solution militaire pour l'instant? Moi, je pense Donc, que patientons en gros, c'est et la patience. aidons nos militaires dans ce sens-là. Ok, la Voilà. patience. En une minute. Bon, en une juste minute, en termes de solution maintenant. Voilà. Bon, en termes de solution, et bon, en fait, peut-être que moi et mon cher ami, nous ne sommes pas dans un même pays. Sinon, moi, en tout cas, la réunion dont tu parles, certainement, c'est la réunion au cours de laquelle le Premier ministre a dit que même s'il faut aller chercher... Non, après ça, il y a une autre réunion. Après ça. Après Maintenant, ça. si l'approvisionnement d'un pays se résume à ça, Yakou, je suis sincèrement désolé. Je suis désolé. Et je ne parle pas en fait de dévoiler en fait des secrets militaires. Et on a un problème ponctuel. C'est qu'il y a des groupes armés qui ont dit qu'ils vont imposer un blocus. Un blocus empêchant en fait les citernes d'approvisionner la capitale. Empêchant certaines compagnies, pour ne pas citer, de circuler. Et nous savons tous que cette compagnie a été obligée de fermer. Donc s'il y avait eu des mesures, la compagnie n'allait pas être fermée. Ça c'est clair. Donc s'il y avait eu des mesures, cette pénurie qu'on a vécue en tout cas pendant 2 jours, on n'allait pas non, sincèrement. Parce qu'aujourd'hui, c'était quoi? C'est-à-dire que quand je dis les ministres concernés, mais quand on parle de l'hydrocarbure, ce n'est pas forcément le ministre de la Défense. Hein. Non. Ce n'est pas forcément le ministre de la Défense. Maintenant, il y a un ministre qui est directement, c'est-à-dire que concerné. Et lui, il doit quand même nous expliquer, bon, pour l'approvisionnement du pays en carburant, en hydrocarbures, quelles sont les mesures qui ont été prises maintenant? Et maintenant, en collaboration avec ses collègues de la sécurité et de la défense, maintenant, il doit pouvoir nous dire que, voilà, maintenant, voici les besoins du pays en carburant et l'État s'engage à ce qu'on ait au moins cette quantité par jour. Mais cela n'a pas été fait. C'est ça le problème. Yakou, je suis désolé. Maintenant, quand vous dites que nous devons être des militaires, je suis désolé. Je suis désolé. Et nous ne pouvons pas être tous des militaires. C'est-à-dire que la répartition des tâches a fait qu'il y a des journalistes, il y a des militaires, il y a des ingénieurs, etc., etc. Chacun doit faire son travail. Je suis d'accord que maintenant, nos hommes qui sont sur le terrain, ils se battent contre, contre toutes les intempéries, en fait, pour sécuriser le pays. Bravo à eux. Mais, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître que sur cette question qui est ponctuelle, il n'y a pas eu assez de mesures d'envergure, en fait, pour approvisionner le pays. Là, c'est un constat. Je voulais juste rebondir. Sans polémique, parce qu'il non, pas de polémique. Oui. C'est juste dire que on doit comprendre qu'un ministre de l'économie et des finances, dans la situation où nous sommes aujourd'hui, ne peut rien faire sans le ministre de la Défense, sans le ministre de la Sécurité. Oui, ce qui est sûr, ça va dans le même sens, parce qu'il dit que c'est en collaboration avec ces hommes-là. De toutes les façons, ce qui est sûr, tout ce qui est lié à l'option militaire doit rester dans cette option. On ne peut pas changer. De toutes les façons, et on est pressé, on veut du carburant. L'État fait son mieux, les militaires font leur mieux en donnant leur vie. Non, sacrifice ultime, c'est sûr. Mais en escortant ces systèmes-là. Moi, je pense que tout ce qu'il dit, c'est des mesures préventives. Je vous dis un exemple. Je voulais te dire un exemple. J'avais un problème de carburant le lundi matin. Quand je suis venu au bureau, j'ai trouvé ma secrétaire. Elle était en retard. J'ai posé la question. J'ai dit non, elle était partie voir quelqu'un, un militaire qui a été touché, qui est un parent, parce qu'il escortait des sternes en venant de Caille. Et ça m'a beaucoup touché. Immédiatement, j'ai oublié mon douleur. C'est pour vous dire que, dans la situation où nous sommes aujourd'hui, soyons un peu patients. Parce qu'en faisant plus de pression aussi sur les autorités, sur les militaires, moi je pense que ça arrange aussi les trucs là. Je pense qu'on n'est pas en train de faire de la pression. C'est tout ce qu'il est en train de dire. Tout ce qu'il est en train de dire. Mais qu'est-ce doucement, il faut qu'on s'écoute d'abord. J'ai dit tout ce qu'il est en train de dire, c'est tout simplement des explications qu'il y a à donner par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Oui, mais ce ne sont pas des solutions militaires. Un convoi qui quitte Côte d'Ivoire pour venir à Bamako, quelle explication tu peux donner parce que tu ne sais pas ce qui va se passer? Je crois que tout ce que tu vas dire, si tu ne fais pas attention, tu vas mentir. Ok, donc nous allons débattre directement sur le deuxième sujet parce qu'apparemment c'est
un sujet qui suscite beaucoup de tensions. Je pense que nous allons aller vite, vu que le temps qui nous est imparti est presque arrivé à terme. Monsieur Peitao, vous gardez la parole par rapport à la rentrée parlementaire. La session, je pense que ça doit être normalement la dernière session de l'année qui doit parler du budget. Selon vous, est-ce que vous pensez qu'il y aura des décisions assez importantes sur lesquelles on doit s'attendre ou ça sera juste une formalité? Bon, en me fiant en fait sur les discours du président, les discours d'ouverture du président du CNT, donc moi je le scinde en deux. Je le scinde en deux. Okay. Je constate qu'il est d'accord qu'en fait il y a des problèmes. Et il est d'accord que nous sommes en fait face à une situation où il faut par moment négocier, il faut par moment des pourparlers. Et il est d'accord que voilà, nous vivons dans une crise. Et voilà, il est d'accord également que, voilà, que les Maliens soient résilients. Okay. Donc ça c'est en fait la première voilà. Maintenant l'autre côté que moi je ne comprends pas, c'est en fait la suite du gouvernement. Et nous sommes toujours en fait dans cette posture d'accuser les autres. Mais quelle est notre responsabilité en fait dans cette crise? C'est ça un peu moi mon problème, c'est ce que moi je n'arrive pas à comprendre. Quelle est notre responsabilité en tant que cadre malien, en tant que malien, en tant que responsable malien? Quelle est notre responsabilité dans ce que nous sommes en train de vivre? C'est ça en fait le problème, mais on n'en parle pas. On accuse toujours les autres. On accuse toujours les autres. Ingérence extérieure. Voilà, donc moi je pense qu'aujourd'hui, non, mais personne n'est là. MINUSMA est parti, Barkhane est parti, tout le monde est parti. On nous a quitté la CEDEAO. Et aujourd'hui, il faut faire face au problème des Maliens. Le problème des Maliens, c'est le carburant. Le problème des Maliens, c'est l'électricité. Le problème des Maliens, c'est l'école. Le problème des Maliens, c'est la santé, c'est la sécurité. Maintenant, quelles sont en fait les solutions que le gouvernement et le CNT nous proposent pour nous sortir de cette situation? Maintenant, si la réponse à tout ça, la solution, je suis désolé, quand mon ami nous dit de patienter, mais non, le patienter, ça ne peut pas être un mode de gouvernance, je suis désolé. La résilience, ça ne peut pas être un mode de gouvernance. Le gouvernement est là pour régler les problèmes, le gouvernement est là pour gérer les problèmes. Mais soyez résilients, et je crois que c'est le mot le plus utilisé par ceux qui se réclament en fait de la transition. Soyez résilients, soyez résistants, mais pourtant on ne voit pas, c'est-à-dire que cette même envergure, cette même dynamique dans la façon de faire les choses. Mais nous venons tout juste d'assister, c'est-à-dire que aux festivités du 22 septembre. Maintenant, dans un tel contexte, on ne peut pas fêter comme ça et demander à la population, en fait, d'être résilient. On ne peut pas nous montrer tout ça et qu'au même moment, les semaines qui ont suivi n'ont pas de carburant parce que des groupes armés qui sont sur des motos nous empêchent en fait d'avoir de carburant. Moi, je ne peux pas comprendre. C'est ça un peu moi mon problème. Moi, mon problème aujourd'hui, c'est que le CNT doit sortir de cette posture et en fait de s'imposer en fait comme un organe législatif souvent et remonter le souci, le problème, les préoccupations des citoyens et adresser à qui de droit. Moi je pense que c'est ça. Mais quand il faut chaque fois être la suite du gouvernement, je ne comprends pas. Maintenant pour parler, moi je pense que peut-être avec les armes on peut gagner la guerre, mais on ne gagnera jamais la paix avec les armes. Donc aujourd'hui, quel qu'en soit l'issue militaire, on est obligé en fait, à un moment donné, de négocier et de faire la part des choses. Okay. Quelles sont les motivations des uns et des autres, c'est-à-dire qui les ont poussés à intégrer en fait ces groupes armés. Il faut c'est-à-dire un véritable travail de fond qu'il faut faire. Mais moi je ne vois pas ça en tant que citoyen, en tant qu'observateur. Merci beaucoup M. Peitao. Et M. Doumbia, que pensez-vous de cette rentrée parlementaire? Selon vous, est-ce que c'est le signe d'un renouveau ou il faut s'attendre tout simplement à une simple formalité? Moi, je pense que c'est une formalité. La seule différence est que cette année, nous voyons que cette rentrée s'est faite à une période où il y a le projet de
du Parlement de l'AES qui est en cours. Nous avons vu, il y avait la présence des autres présidents des CNT du Niger, du Burkina, aux côtés de celui du Mali. En regardant le discours du président du CNT, comme Païtaou l'a dit, c'est vrai, il y a toujours des accusations contre les puissances étrangères, mais cette année, contrairement à l'année dernière, il n'y a pas eu d'attaque contre les politiques, parce qu'il n'y a plus de partis politiques. Donc désormais, moi je pense que le président du CNT a reconnu des difficultés. Il a même salué la résilience des opérateurs, mais aussi du peuple malien. Et également, ce qui ne m'a pas plu dans son discours, c'est vraiment il a salué la bonne collaboration entre le CNT et le gouvernement. Moi, je pense que le CNT et le gouvernement ne sont pas faits pour être des amis. Mais vraiment, c'est... contre-pouvoir. Voilà, sont des contre-pouvoirs, c'est pour vraiment amener le gouvernement à travailler, faire la pression sur le gouvernement. Mais quand le CNT devient un ami du gouvernement et qu'il n'y a pas d'interpellation, il n'y a rien, je me demande la raison d'être même du CNT. Et c'est pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes se demandent pourquoi même ce CNT, c'est vrai, parmi les institutions de la transition, on pouvait s'en passer. Parce qu'on ne voit pas son utilité aujourd'hui quand un CNT ne peut pas vraiment interpeller un membre du gouvernement. Pendant une année, je me rappelle, durant une année, je n'ai pas vu un ministre interpeller une année, ça vaut une année. C'est vraiment inquiétant. Tu as parlé tout de suite de la crise énergétique. C'est vrai, à un moment donné, des ministres ont été interpellés, des solutions ont été proposées. Mais faire une évaluation 6 mois et interpeller le ministre encore, même s'il y a eu un changement, faire venir le nouveau ministre et faire le bilan, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Malheureusement, tel n'a pas été le cas. Je pense qu'il y a un dysfonctionnement qui est là. Un dysfonctionnement qui est là, qu'il faut corriger. C'est vrai, le CNT, c'est des milliards par an. Moi, je pense qu'il fait des résultats. Merci beaucoup. Je pense que vraiment le temps qui nous est imparti est terminé. Ça a été quand même je suis très content qu'il soit d'accord avec moi. Donc, sur ce, nous allons mettre fin à cette émission. Merci à nos deux chers invités, M. Boubacar Païtaou de l'hebdomadaire Aujourd'hui et son ami, son confrère, M. Yacouba Doumbia du quotidien L'Indicateur du Renouveau. Cette émission est à présent terminée. Nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine et surtout restez connectés au programme de la télévision Thème 1, la chaîne qui vous allume. Merci.